Trump vient de déclarer une victoire totale. Mais si l'histoire était exactement l'inverse? Moins de 2 heures avant une échéance qu'il avait lui-même qualifiée de finale, moins de 2 heures avant d'avoir menacé de faire mourir toute une civilisation, Donald Trump a scié. Il a appelé cela une victoire. Il a publié sur Truth Social que les États-Unis avaient déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires. Il a dit que c'était un honneur de voir ce problème de longue date proche d'une résolution. Et à Téhéran, les gens sont descendus dans les rues. Mais ils ne pleuraient pas de défaite. Ils célébraient. Cette seule image vous dit tout ce que vous devez savoir sur cet accord. Les deux camps ne peuvent pas être gagnants. Et pourtant, nous y sommes. Alors faisons quelque chose d'inhabituel. Regardons réellement ce que dit cet accord. Regardons ce que l'Iran a obtenu, ce que les États-Unis ont obtenu. Et pourquoi l'écart entre ces deux listes devrait inquiéter chaque Américain qui a suivi cette guerre. Parce que ce qui émerge des décombres de 6 semaines de conflit n'est pas une victoire américaine claire. C'est quelque chose de bien plus complexe, bien plus fragile. Et, selon la manière dont les 2 prochaines semaines se dérouleront à Islamabad, potentiellement un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient qui prend une direction très différente de celle décrite par Trump. Restez avec nous. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qui s'est réellement passé le 8 avril 2026. Pas la communication, pas la conférence de presse. L'architecture réelle de cet accord, point par point. Commençons depuis le début. La guerre a commencé le 28 février 2026. Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive militaire conjointe contre l'Iran. Les objectifs déclarés étaient sans ambiguïté. Éliminer l'Iran en tant que menace régionale, empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et démanteler le réseau de forces par procuration qui déstabilisait le Moyen-Orient depuis des décennies. C'étaient les objectifs exposés publiquement par Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. 6 semaines plus tard, après des frappes aériennes américaines et israéliennes continues, après les ripostes iraniennes à travers le Golfe, après que Bahreïn a déclenché des sirènes d'alerte aérienne, après que l'Arabie saoudite a intercepté 7 missiles balistiques visant ses installations énergétiques orientales, après qu'un F-15 américain a été abattu au-dessus du territoire iranien et que son équipage a dû être secouru, après tout cela, les États-Unis ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines. L'opération officielle s'appelait Opération Epic Fury. Et jusqu'à mardi soir, la Maison-Blanche insistait sur le fait qu'elle était toujours en cours. Comme l'a déclaré un responsable de la Maison-Blanche à l'AFP, quelques heures avant l'accord, ce n'est qu'une des nombreuses idées, et le président ne l'a pas validée. L'opération Epic Fury continue. Puis, moins de 2 heures avant l'échéance de 20 heures, heure de l'Est, que Trump avait qualifiée de finale, tout a changé. Voici la question cruciale. À quoi les États-Unis ont-ils réellement consenti? Et c'est là que cela devient vraiment remarquable. Le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a publié une déclaration qualifiant le cessez-le-feu de défaite durable pour Washington. Ce sont leurs mots. Leur plus haute instance de sécurité a déclaré, et je paraphrase soigneusement, qu'elle avait obtenu une grande victoire et contraint les États-Unis à accepter son plan en 10 points. Le Conseil a ajouté que son doigt restait sur la détente et que toute déviation de l'ennemi serait accueillie avec toute la force nécessaire. Ce n'est pas le langage d'un pays vaincu. Alors que contient réellement ce plan en 10 points? Examinons-le, car c'est le cœur de tout. Selon des informations d'Al Jazeera, NPR, Foreign Policy, CNBC et de plusieurs médias d'État iraniens, le plan en 10 points de l'Iran exige ce qui suit. Premièrement, un engagement américain de non-agression, une garantie formelle que Washington ne mènera pas de nouvelles actions militaires contre l'Iran. Deuxièmement, le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Troisièmement, la reconnaissance officielle du droit de l'Iran à enrichir l'uranium. Quatrièmement, la levée de toutes les sanctions primaires et secondaires contre l'Iran. Cinquièmement, la libération de tous les avoirs iraniens gelés à l'étranger. Sixièmement, la suppression de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran. Septièmement, le paiement de réparations de guerre à l'Iran pour les dommages causés pendant le conflit. Huitièmement, le retrait des forces de combat américaines de toutes les bases militaires de la région. Neuvièmement, un cessez-le-feu au Liban et l'arrêt des frappes contre les forces par procuration de l'Iran dans la région. Et dixièmement, un cadre contraignant garanti par une résolution de l'ONU. Prenez un instant pour y réfléchir. Selon le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, les États-Unis ont accepté le cadre général de ces demandes comme base de négociation.
Trump a qualifié cela de base de travail pour négocier. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a simplement déclaré aux journalistes que les paroles du président Trump se suffisent à elles-mêmes. Et qu'a dit Trump? Il a déclaré que presque tous les différents points de discorde passés avaient été réglés entre les États-Unis et l'Iran. Presque tous. Réfléchissez à cette formulation. La guerre a été lancée pour éliminer le programme nucléaire iranien. Et le plan en 10 points présenté par l'Iran préserve explicitement son droit à enrichir l'uranium. Si Trump a accepté le cadre général de ce plan, alors l'objectif militaire central de toute la campagne de 6 semaines n'a pas été atteint. Il a été négocié. La Maison-Blanche conteste la version iranienne des faits. Après la publication de la déclaration du Conseil suprême iranien, CNN a rapporté ces affirmations. Trump a répondu en lançant une enquête contre CNN. Il a qualifié la déclaration de fraude. Il a affirmé qu'elle provenait d'un faux site d'information au Nigeria, ce que CNN a explicitement démenti. CNN a indiqué que la déclaration provenait directement de responsables iraniens connus et qu'elle avait été relayée par plusieurs médias d'État iraniens. Cette contradiction est en elle-même une histoire. Deux gouvernements racontent des versions opposées de ce qui a été convenu. Et cet écart frappant entre le récit iranien et le récit américain, est précisément ce qui rend cet accord si fragile et si déterminant. Nous reviendrons à cette contradiction dans un instant. Mais regardons d'abord comment nous en sommes arrivés là. Car le chemin vers ce cessez-le-feu révèle quelque chose d'important sur la manière dont Trump mène sa politique étrangère sous pression. La guerre dure maintenant depuis plus de 5 semaines. Pendant toute cette période, Trump a fixé à plusieurs reprises des échéances, puis les a prolongées. Il a menacé de bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre. Il a menacé de détruire complètement chaque pont et chaque centrale électrique en 4 heures. Il a affirmé avoir un plan pour anéantir chaque pont en Iran avant minuit. Puis, le dimanche 6 avril, il a déclaré aux journalistes que l'échéance de mardi à 20 heures était finale. Il était très peu probable qu'elle soit prolongée. L'Iran avait eu largement le temps. L'armée iranienne a qualifié ces avertissements de délirants. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré qu'il était prêt à mourir pour son pays. 14 millions d'Iraniens se seraient inscrits pour former des chaînes humaines autour des centrales électriques et des infrastructures critiques. L'ambiance à Téhéran était décrite comme sombre, mais déterminée. Et pendant cette montée en tension, l'Iran n'est pas resté inactif diplomatiquement. Téhéran a rejeté une proposition de cessez-le-feu de 45 jours avancée par des médiateurs égyptiens, pakistanais et turcs. La mission diplomatique iranienne au Caire a été explicite. Elle n'accepterait pas simplement un cessez-le-feu. Elle voulait la fin de la guerre, avec des garanties contre de futures attaques. C'est une distinction cruciale. Un cessez-le-feu et une fin de guerre sont fondamentalement différents. Un cessez-le-feu est une pause, une fin de guerre est un règlement. L'Iran visait le règlement. Et Téhéran avait calculé, apparemment correctement, que les États-Unis n'étaient pas prêts à exécuter les frappes massives contre les infrastructures décrites par Trump. Et c'est là que cela devient intéressant. Le 7 avril, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, ont contacté directement Trump. Ils lui ont demandé de prolonger l'échéance de 2 semaines pour permettre à la diplomatie d'avancer. Ils ont également demandé à l'Iran de rouvrir le détroit pendant cette même période. Le Pakistan servait d'intermédiaire principal dans cette crise. Trump a accepté. Il a présenté cela entièrement comme un succès militaire. Il a déclaré que les États-Unis avaient atteint et dépassé tous les objectifs militaires. Il a mentionné le sauvetage de 2 membres d'équipage américains du F-15 abattus. Il a évoqué des semaines de frappes soutenues contre les capacités militaires de l'Iran, son leadership et son programme nucléaire. Mais voici ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que l'Iran s'était rendu. Il n'a pas dit que l'Iran avait accepté d'arrêter l'enrichissement d'uranium. Il n'a pas dit que les réseaux de force par procuration en Iran, au Liban, en Irak ou au Yémen étaient démantelés. Il n'a pas annoncé les termes d'un accord final. Il a annoncé 2 semaines de négociations à Islamabad, à partir du 10 avril. Et l'Iran, dans la même heure, a annoncé une défaite historique et écrasante des États-Unis. Maintenant, parlons de ce que ce moment représente réellement sur le plan stratégique. Car c'est la partie que la plupart des médias ne traitent pas pleinement. Les États-Unis et Israël ont lancé cette guerre avec des objectifs maximalistes. Élimination de la menace nucléaire, démantèlement des réseaux de proxy, normalisation avec Israël comme objectif final, c'étaient les objectifs déclarés. Le plan américain en 15 points qui circulait avant le cessez-le-feu
que l'Iran avait qualifié d'excessif, irréaliste et déraisonnable, incluait, selon certaines informations, l'engagement de l'Iran à ne pas développer d'armes nucléaires, la remise de l'uranium hautement enrichi, des limites sur ses capacités de défense, la fin des groupes de proxys, la réouverture d'Ormuz et même la reconnaissance du droit d'Israël à exister. Aucune de ces demandes n'apparaît dans la contre-proposition iranienne en 10 points. Pas une seule. Ce que fait le plan iranien est structurellement opposé. Il demande aux États-Unis de se retirer de la région, de lever toutes les sanctions, de reconnaître l'enrichissement iranien, de payer des réparations et d'accepter le contrôle iranien du détroit d'Ormuz. Le magazine Foreign Policy a noté que ce plan ne répond pas aux questions clés qui ont motivé la guerre. Il semble peu probable, écrivent-ils, que les États-Unis acceptent de telles exigences, ce qui soulève la question de savoir pourquoi Trump a présenté la proposition de manière aussi positive. C'est une manière diplomatique de poser une question directe. Pourquoi Trump a-t-il dit que presque tous les points avaient été réglés, si le plan contenait des termes que les États-Unis n'accepteraient jamais? Nous y reviendrons. Mais regardons d'abord les marchés financiers. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, les prix du pétrole ont chuté de plus de 15% presque immédiatement. Les contrats à terme américains ont légèrement augmenté. En apparence, cela ressemblait à un signal de victoire. Mais CNBC a rapporté que les marchés se préparaient à 2 scénarios totalement opposés. Pas à une variation d'un même résultat, mais à 2 directions différentes pour le monde. Cela reflète une incertitude stratégique réelle. Et cette incertitude n'a pas disparu le 8 avril. Ce que les marchés intègrent maintenant, c'est une fenêtre de 2 semaines. Ce qui se passera à Islamabad déterminera si ce cessez-le-feu devient un accord réel ou s'il s'effondre. Parlons maintenant de la question nucléaire. Le plan iranien inclut explicitement la reconnaissance du droit à enrichir l'uranium. Selon les médias iraniens, les États-Unis auraient accepté ce principe. Trump a contesté cela, mais sans réfutation détaillée. Il a déclaré que l'uranium iranien serait parfaitement pris en charge, ce qui reste extrêmement ambigu. Pendant ce temps, certaines voix américaines s'inquiètent. Le sénateur Chris Murphy a exprimé des doutes sur la réalité du cessez-le-feu et sur les concessions potentielles. L'analyste Red Jarrar a déclaré que si la version iranienne est exacte, les États-Unis font face à une défaite humiliante. Mais il faut aussi considérer l'autre côté. Les frappes américaines et israéliennes ont affaibli les capacités militaires iraniennes. Le détroit d'Ormuz est en cours de réouverture, les prix du pétrole ont chuté, et les négociations pourraient encore modifier les termes finaux. Mais un point demeure. Les 2 versions ne peuvent pas être vraies en même temps. Si la version iranienne est correcte, alors la guerre a produit l'effet inverse de ses objectifs. Si la version de Trump est correcte, alors il faut attendre les résultats des négociations. Pour l'instant, la situation est claire. Le 8 avril 2026, les 2 camps revendiquent la victoire. Les négociations commencent à Islamabad et l'issue reste totalement incertaine. C'est une situation fragile, instable et pleine de conséquences pour l'économie mondiale, l'équilibre du Moyen-Orient et la crédibilité américaine. Si vous voulez comprendre ce qui va suivre, restez attentifs. Les négociations commencent dans 48 heures. Nous analyserons chaque évolution en temps réel.